Je n'ai jamais dit à mon petit ami que je gagnais 5000 $ par mois en tant que directrice d'un fonds de capital risque. Il ne me connaît que comme assistante analyste. Quand il m'a invité au club privé réservé aux membres de sa famille à Boston, je savais exactement dans quoi je m'embarquais. Je voulais voir comment ses parents riches depuis des générations traiteraient quelqu'un qu'ils considéraient comme une moins que rien. Mais dès que j'ai franchi cette porte, je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas jeté mon téléphone. Je n'ai pas répondu aux textos. Pourquoi? Je suis juste resté assise dans la lumière bleue de mon écran et j'ai fixé ce petit cœur orange que Zachary avait laissé sur ma notification d'exécution. Ma colère n'était pas bruyante cette fois. Elle n'était pas bouillante. Elle était clinique. Elle était silencieuse. J'ai posé mon téléphone, je me suis dirigé vers mon bureau et j'ai ouvert mon ordinateur portable. J'ai ouvert un seul fichier, un fichier que je consultais chaque mois, une feuille Excel protégée par un mot de passe. Le nom du fichier était simple, registre de soutien familial. Mes doigts ont rapidement parcouru les touches. Ligne 1, Richard et Elisabeth, nom de famille, Bacon Hill Mortgage. Paiement mensuel, 6000 $. J'ai cliqué sur le lien de paiement automatique vers ma banque. Annulé. Ligne 2, Zachary, nom de famille, location d'Audi Q5, paiement mensuel 800 $. Annulé. Ligne 3, Elisabeth, nom de famille, facture Amex, paiement mensuel variable, généralement autour de 3000 $. Annulé. Ligne 4, Richard, nom de famille, cotisation au club Somerset, paiement trimestriel 4000 $. Annulé. J'ai regardé l'heure sur mon écran, minuit 3. En 12 minutes, je m'étais financièrement séparé de la famille qui venait de me radier de leur vie par texto. Vous devez comprendre que je ne les aidais pas seulement. J'étais leur investisseur silencieux, non reconnu. Cela n'a pas commencé du jour au lendemain. Cela a commencé il y a 5 ans. Je venais d'être nommé associé chez Nova Capital, ma société de capital risque. J'étais au sommet. J'ai reçu un appel de mon père, Richard. Il avait l'air brisé. Le cabinet d'avocats de la famille, riche depuis des générations, était en faillite. Ils avaient 3 mois de retard sur l'hypothèque de la maison de Bacon Hill, la maison où j'ai grandi, ils allaient la perdre. Il a dit, Elisabeth, ta mère est effondrée. Il a dit que Zachary ne pouvait pas supporter le stress. Il m'a demandé de l'aide, juste jusqu'à ce que je me remette sur pied, a-t-il dit. Alors, j'ai fait ce que je pensais qu'une bonne fille devrait faire. J'ai repris les paiements. J'ai sauvé leur maison. Je n'ai pas demandé de remerciements. Je l'ai juste fait. Je pensais que c'était mon devoir. Mais il ne semblait jamais se remettre sur pied. Le paiement hypothécaire est simplement devenu attendu. Cela ne s'est pas arrêté à l'hypothèque. 1 an plus tard, c'était Zachary. Il avait besoin d'une voiture fiable pour se rendre à son nouveau travail. J'ai co-signé le bail. Quand il a oublié les 2 premiers paiements, j'ai juste soupiré et je l'ai ajouté au registre des paiements automatiques. Puis c'était ma mère, Elisabeth. Rachel, ma chérie, les cotisations au club. C'est tellement important pour le réseau de ton père. Puis sa facture Amex, qu'elle utilisait pour les dépenses familiales, des dîners auxquels je n'étais jamais invité, des vêtements que je n'ai jamais vus. C'est étrange comment la cruauté fonctionne quand elle est normalisée. Personne ne m'a jamais demandé 50 000 $. C'était toujours 1000 petites coupures. Juste ce mois-ci, tu as tellement de succès, ce n'est rien pour toi. C'est juste ce que la famille fait l'un pour l'autre. Ça devient un piège. On s'habitue tellement aux petites blessures qu'on cesse de les reconnaître comme des abus. On le voit juste comme le prix d'entrée, le prix à payer pour être la personne responsable. Jusqu'à 13h15 un mardi. Mon réveil a sonné à 7h. Je n'avais pas dormi. J'ai juste regardé le soleil se lever sur le port de Boston. À 8h01, la tempête a éclaté. Mon téléphone, qui était resté silencieux toute la nuit, a explosé. Un texto d'Elisabeth, ma carte a été refusée au club. C'est humiliant. Règle ça maintenant. Un texto de Richard, publié sur le groupe Facebook de la famille, c'est un jour triste quand un enfant oublie les sacrifices qu'un parent a fait pour lui. Certaines personnes sont juste ingrates. Et puis un texto de Zachary, celui qui avait mis un cœur au message, et « Je pense que tu réagis de façon excessive. Maman est juste contrariée. Tu ne peux pas juste nous couper les vivres comme ça.
Pourquoi tu ne les appelles pas juste pour faire la paix? J'ai fixé son message. Je n'étais même pas en colère contre lui. J'avais juste pitié. Zacharie n'est pas mauvais. Il est juste faible. Il a vécu toute sa vie dans une prison sans barreaux, construite par les attentes de nos parents et leur amour conditionnel. Il vivait ce que les psychologues appellent la résignation acquise. Il était tellement terrifié par leur désapprobation, tellement dépendant de la vie qu'il et moi lui fournissions, qu'il ne voyait pas la sortie. Son texto ne me concernait pas. Il ne s'agissait pas de faire la paix. C'était le son d'un homme terrifié à l'idée que le système qui le soutenait était sur le point de s'effondrer. Il n'était pas mon frère à ce moment-là. Il était juste un autre maillon de leur chaîne invisible. Je n'ai pas répondu. Je n'ai répondu à aucun texto. Je n'ai pris aucun appel. J'ai pris une douche, je me suis habillé dans mon plus beau tailleur, un Armani bleu marine foncé, et je suis allé travailler à mon bureau au 40e étage. Je ne suis pas allé à mon bureau. Je suis allé directement au service juridique. Julia, l'une des meilleures avocates du cabinet et une vieille amie de l'université, a levé les yeux de son bureau. Rachel, tu as l'air concentrée. Qu'est-ce qui ne va pas? J'ai besoin que tu rédiges une lettre pour moi, ai-je dit, à titre privé, mais je veux qu'elle soit sur le papier à en tête de Nova Capital. Je me suis assise, j'ai sorti mon téléphone et je lui ai envoyé par courriel le fichier Excel protégé par un mot de passe, le registre de soutien familial. Elle l'a ouvert. Ses yeux se sont écarquillés en parcourant les onglets. 5 ans de paiement, Rachel, a-t-elle murmuré, en regardant le total en bas. 380 000 $. Il m'appelle le problème de la famille, ai-je dit, ma voix égale. Je me considère comme leur principal investisseur, et je réclame ma créance. L'expression de Julia s'est durcie. Elle est passée d'amie à avocate en une fraction de seconde. Je l'aurai prête dans 1 heure. La lettre qu'elle a rédigée était une œuvre d'art. Elle était froide, factuelle et mortelle. Elle était adressée à Monsieur Richard et Madame Elisabeth, nom de famille. Elle décrivait la somme totale de 380 000 $, catégorisée comme un soutien financier non gratuit fourni par leur fille, Rachel. Elle les informait officiellement qu'à partir de 00h03 ce matin, tout soutien futur avait été interrompu, et elle leur donnait exactement 30 jours pour contacter Julia afin d'initier un plan de remboursement formel. S'ils ne répondent pas, nous prendrons immédiatement des mesures pour grever la propriété de Bécon Hill afin de garantir l'investissement de notre cliente. Je l'ai signée, je l'ai mise dans une enveloppe de messagerie et je l'ai fait envoyer directement à la maison. Je devrais expliquer. Je suis Rachel. J'ai 30 ans. Je suis directrice générale chez Nova Capital, l'une des plus grandes sociétés de capital risque de Boston. Je gère un portefeuille d'une valeur de plus de 100 millions de $. Ma famille sait que je travaille dans la finance. Ils ont juste supposé que j'étais une assistante, une analyste glorifiée. C'était plus facile comme ça. Il était plus facile de les laisser penser que je m'en sortais bien, car dans ma famille, si vous avez trop de succès, vous devenez une menace, ou dans mon cas, un outil. Ils vivent dans cette maison de ville parfaite en briques à Bécon Hill, s'accrochant à une image de richesse ancienne qui, comme je le savais maintenant, était entièrement financée par de l'argent nouveau. Mon argent. Je suis retourné à mon bureau, la lettre déjà en route à travers la ville, et j'ai regardé mon calendrier, réunion de présentation à 10h, revue budgétaire à 12h, appel avec nos partenaires à Berlin à 15h. J'ai pris une gorgée de mon café. La tempête approchait. Mais j'étais enfin prête à l'affronter. Le reste de la journée a été calme. Trop calme. J'ai mené mes réunions avec une concentration pointue et détachée. La présentation s'est bien passée. Le budget était équilibré. Mais sous tout cela, je sentais le bourdonnement d'un autre type de calcul, le compte à rebours de 30 jours sur cette lettre juridique. J'étais dans mon bureau en train d'examiner une fiche de conditions pour un nouvel investissement en biotechnologie lorsque ma ligne privée a sonné. C'était rapide, ai-je dit en décrochant. Ils t'ont déjà appelé? Sont-ils en train de céder? Rachel, la voix de Julia était différente. Le ton amical et professionnel avait disparu. Il a été remplacé par quelque chose de dur. Tu dois revenir à mon bureau tout de suite. Qu'est-ce qui ne va pas? Viens juste. Ne les appelle pas. N'envoie de texto à personne. Viens juste ici. Elle a raccroché. Le trajet de mon bureau au sien n'a duré que 10 minutes,
mais mon cœur battait à tout rompre. Quand je suis entré, son assistant m'a conduite directement à l'arrière. Julia se tenait près de sa fenêtre, tenant une pile de papier. « Qu'est-ce que c'est ?» ai-je demandé. « Quand on prépare une hypothèque légale, » a-t-elle dit, sans se retourner, « il faut consulter l'historique complet du titre, voir quelles autres dettes sont liées à l'actif. » Elle s'est retournée et a laissé tomber les papiers sur son bureau. Il y a 6 mois, Richard a contracté une deuxième hypothèque sur la maison de Beacon Hill, une marge de crédit hypothécaire de 100 000 $. Je l'ai fixé. Il a fait quoi? Il ne m'a jamais rien dit. Il aurait dû. J'aurais dû signer. Julia m'a regardé, les yeux remplis de la pitié d'un avocat, qui est la pire qui soit. C'est justement ça, Rachel. Tu l'as fait. Elle a poussé le document du dessus sur le bureau. C'était la demande de prêt. Et là, en bas, à côté de la signature bouclée et arrogante de Richard, il y avait la mienne. Ou plutôt, une tentative maladroite et désespérée de la mienne. Il a falsifié ta signature, a dit Julia. Il a volé 100 000 $ de fonds propres d'une propriété dont tu payais activement l'hypothèque. Je me suis assise. Mes jambes sont soudainement devenues faibles. Ce n'était pas seulement de l'ingratitude. Ce n'était pas seulement des insultes dans mon dos. C'était un crime. C'était un délit. C'est pire, a dit Julia, assise en face de moi. Je sais où est allé l'argent. Elle m'a montré les relevés de virement. Les 100 000 $ n'ont pas été dépensés pour des vacances. Ils n'ont pas été dépensés pour une voiture. Ils ont été virés directement sur le compte de fonctionnement du cabinet, nom de famille. Son cabinet n'était pas seulement en faillite, Rachel, a dit Julia doucement. Il se noyait. Il prenait tes paiements hypothécaires mensuels d'une main tout en te volant simultanément tes fonds propres de l'autre, juste pour maintenir son propre navire en train de couler à flot. Et juste comme ça, tout s'est mis en place. Le texto de 23h51. Ce n'était pas une explosion émotionnelle aléatoire de ma mère. C'était une décision calculée. Richard savait que les relevés bancaires pour le nouveau prêt allaient arriver. Il savait que je finirais par le découvrir. Il devait se débarrasser de moi. Il devait rompre la relation, me déclarer hors de la famille, afin que, lorsque je découvrirais le vol, il puisse me dépeindre comme une étrangère amère et vindicative. Il ne me coupait pas seulement les vivres. Il nettoyait une scène de crime. J'ai regardé Julia. Le choc avait disparu. La douleur avait disparu. Il ne restait plus qu'une clarté froide et silencieuse. Il n'a pas seulement commis une erreur, ai-je dit. Il a commis une fraude. Oui, a dit Julia. Contre toi et contre la banque. Que veux-tu faire? J'ai pensé à son message Facebook. Certaines personnes oublient qui les a élevées. J'ai pensé au texto de Zachary. Maman est juste contrariée. Fais la paix. J'ai pensé aux années que j'ai passées à me faire plus petite, plus silencieuse, plus utile, juste en espérant une miette d'approbation. Je me suis levé et j'ai lissé le devant de mon tailleur. Il n'est plus seulement mon père, Julia. Il est une charge pour mon actif. Je veux que tu appelles le service de fraude de la banque, et je veux que tu appelles le barreau de l'État. Je veux que tu le signales. Julia a hoché la tête lentement. Cela détruira sa carrière. Il sera radié du barreau. Il pourrait être emprisonné. Je sais, ai-je dit en me dirigeant vers la porte, mais comme il aime tant le dire, c'est juste ce que la famille fait l'un pour l'autre. Il a fallu 3 jours pour que le couperet tombe. Je travaillais à domicile, mon ordinateur portable ouvert sur mon îlot de cuisine en marbre, en train de finaliser un accord pour une nouvelle start-up d'IA. La ville était calme, juste le bruit lointain de la circulation. Puis mon interphone a sonné. Pas un appel à mon téléphone, mais un bourdonnement frénétique du hall d'entrée. La voix de mon portier est passée. Mademoiselle Rachel, une femme nommée Elisabeth est ici. Elle semble très bouleversée. Faites-la monter, ai-je dit, et j'ai fermé mon ordinateur portable. Je me suis dirigé vers la porte et j'ai attendu. Je n'étais pas nerveuse. Je n'étais pas en colère. Je ne ressentais rien. C'était le calme d'un bilan qui s'élevait enfin à 0. L'ascenseur a sonné. J'ai entendu des pas, rapides et irréguliers, courir dans le couloir. Puis un coup désespéré à ma porte. Je l'ai ouverte. C'était Elisabeth.
Mais ce n'était pas la matriarche froide et polie de Beacon Hill. Ses cheveux étaient en désordre. Ses yeux étaient rouges et gonflés, du mascara coulait sur ses joues. Le manteau de cachemire coûteux qu'elle portait était boutonné de travers. « Rachel » a-t-elle haleté, en me poussant dans l'appartement. « Oh, Rachel, Dieu merci. Tu dois nous aider. » J'ai fermé la porte lentement. « Vous aider avec quoi, Elisabeth ?»« La banque. Eux, ils sont là pour la saisie. Ils prennent la maison, Richard. Puis ton père, il a fait une erreur, une terrible erreur. » Elle sanglotait maintenant, attrapant mon bras. Ses ongles parfaitement manucurés s'enfonçaient dans ma manche. Il ne savait pas ce qu'il faisait. Il était juste confus. Tu dois les appeler. Tu travailles dans la finance. Tu peux réparer ça. Dis-leur que tu paieras. Dis-leur que c'était un malentendu. Je l'ai laissé parler. Je l'ai laissé raconter toute l'histoire de sa confusion et de son erreur. Je suis juste resté là à la regarder. Quand elle s'est finalement arrêtée pour reprendre son souffle, j'ai parlé. Ma voix était calme. Il n'a pas commis une erreur, Elisabeth. Il a commis un crime. Elle s'est figée. Sa main a lâché mon bras. Quoi? De quoi parles-tu? Le prêt de 100 000 $. Celui qu'il a contracté il y a 6 mois, celui pour lequel il a falsifié ma signature pour l'obtenir. Son visage est devenu complètement blanc. Elle savait. Bien sûr, elle savait. Ce n'était pas une erreur, ai-je continué, ma voix toujours parfaitement égale. C'était une fraude. Et les paiements hypothécaires que j'ai effectués après qu'il m'ait volé, ce n'était que pour dissimuler ses traces. S'il te plaît, a-t-elle murmuré, sa voix se brisant. Rachel, s'il te plaît. C'est ta famille. C'est ta maison. Tu ne peux pas juste les laisser la prendre. Fais quelque chose. Oh, je l'ai déjà fait, ai-je dit. Je me suis dirigé vers mon bureau, j'ai ramassé une seule enveloppe épaisse et je la lui ai tendue. Elle l'a regardée, confuse. Quoi? Qu'est-ce que c'est? Ça, ai-je dit, c'est l'avis officiel de saisie. La banque ne prend pas la maison, Elisabeth. Elle a déchiré l'enveloppe, ses mains tremblant alors qu'elle sortait les documents juridiques. Ses yeux ont scanné la première page. J'ai regardé son visage pendant qu'elle lisait le nom du nouveau créancier principal, l'entité qui avait racheté la dette à la banque. C'est moi, ai-je dit. Je prends la maison. Elle a levé les yeux remplis d'une horreur presque satisfaisante. Je la paie depuis 5 ans. Autant que je la possède. Vous et Richard avez 30 jours pour quitter la propriété. Ma propriété. Non, a-t-elle soufflé. Non, tu ne peux pas. Tu ne ferais pas ça. Vous m'avez exclu, ai-je dit, en me dirigeant vers la porte et en l'ouvrant. Vous m'avez envoyé un texto à 23h51 pour me dire que je n'étais pas de la famille. Vous aviez raison. Je ne le suis pas. Je suis juste votre créancière. Elle est restée là figée, serrant les papiers. Au revoir, Elisabeth. Elle s'est enfuie dans le couloir, murmurant toujours « non », et j'ai fermé la porte, coupant le son. Je me suis appuyé contre le bois, écoutant ses pas s'éloigner. J'ai frotté mes yeux, non pas pour invoquer le regret, mais juste la clarté. Ce n'était pas de la vengeance. C'était de la comptabilité. 6 mois se sont écoulés. La tempête juridique était venue et repartie. Les batailles ont été en fin de compte silencieuses et décisives. Une fois que Julia a présenté au barreau de l'État la preuve irréfutable de la contrefaçon, la carrière de Richard s'est évaporée. Il a été radié du barreau en quelques semaines. Il a plaidé coupable de fraude criminelle pour éviter un procès. Le juge, invoquant son âge et l'absence d'antécédents criminels, l'a condamné à 3 ans de probation et à une restitution financière complète. La maison de Beacon Hill, celle que j'avais sauvée, a été vendue. Le produit de la vente a été viré sur mon compte. Chaque centime, les 380 000 $ de mon registre et les 100 000 $ qu'il avait volés. Elisabeth, j'avais emménagé dans un petit appartement de location de l'autre côté de la rivière. Elle avait accepté un emploi de réceptionniste dans un cabinet dentaire. Zachary? Eh bien, Zachary devait avoir 2 emplois pour couvrir ses propres paiements de voiture et son loyer maintenant que mon nom n'était plus son filet de sécurité. Il m'a envoyé un texto une seule fois, il y a environ 1 mois.
Une seule ligne amère, j'espère que tu es heureuse. Je n'ai jamais répondu. Ce matin, j'étais assise à mon bureau en regardant le port de Boston. J'ai ouvert mon ordinateur portable. J'ai ouvert ce fichier protégé par un mot de passe, le registre de soutien familial, une dernière fois. J'ai fait défiler les années de paiement, les chiffres rouges, le total en bas qui quantifiait 5 ans de ma loyauté mal placée. Je l'ai fixé pendant un long moment. Puis j'ai fait un clic droit sur le fichier. Je l'ai fait glisser vers l'icône de la corbeille. J'ai cliqué sur vider. Je n'ai pas ressenti de triomphe. Je n'ai pas ressenti de tristesse. Je me suis juste senti équilibré. Le registre était clair. La dette était payée. J'ai ouvert un nouveau document vierge. J'ai tapé un titre, le Fonds Nova pour l'éthique juridique. J'ai commencé à rédiger la charte, un nouveau fonds de bourse d'études pour les étudiants en droit issus de milieux à faible revenu. Ceux qui ont dû se battre juste pour franchir la porte. Ceux qui ont compris que l'éthique n'est pas un luxe mais une base. J'ai enfin compris, dans la vie, il existe 2 types de justice. Il y a la justice de la tempête, celle qui détruit les choses, le retour de bâton, le châtiment. Elle est bruyante et elle est nécessaire, et c'est ce que j'ai dû faire. C'est la justice du œil pour œil. Mais il y a ensuite une sorte plus silencieuse et plus puissante, la justice de l'après-coup. Elle ne se concentre pas sur la punition du passé. Elle se concentre sur la construction d'un avenir meilleur. Elle comprend que la victoire ultime ne consiste pas seulement à détruire ce qui vous a blessé. Il s'agit d'utiliser les décombres pour construire quelque chose de nouveau, quelque chose qui ne peut pas être brisé. L'héritage de mon père était un héritage d'échecs et de fraude. En créant ce fonds, je ne l'effaçais pas. Je le rachetais. Je prenais les cendres de ce qu'il avait brûlé et je les utilisais comme engrais pour faire pousser quelque chose de mieux. C'est ça, j'ai compris, le renversement de pouvoir ultime. Non pas simplement s'éloigner d'un passé toxique, mais prendre son pouvoir et l'utiliser pour financer votre avenir. Et vous? Avez-vous déjà dû transformer votre douleur la plus profonde en votre plus grand objectif? Faites-moi part de votre histoire dans les commentaires. J'aimerais vraiment la lire.